Il a toujours eu cette manière pudique de s'attacher, puis de s'éloigner, comme si la fidélité, chez lui, passait aussi par le silence. À 67 ans, Tim Burton n'a plus besoin de prouver qu'il est Tim Burton. Son univers est devenu un adjectif, ses personnages, des silhouettes familières. Et pourtant, derrière la signature visuelle, il y a un homme qui, depuis des années, choisit ses mots comme on choisit une porte de sortie. Quand il parle, il ne règle pas de compte. Il laisse plutôt flotter une phrase, puis il se tait. Et c'est précisément ce qui rend la distance plus lourde que la rupture. Face à lui, Johnny Depp. L'acteur caméléon, longtemps perçu comme sa muse officieuse, l'incarnation vivante du burtonesque à l'écran. Ensemble, ils ont imprimé une époque, un cinéma populaire mais étrange, un peu mélancolique, où l'excentricité n'était pas un masque mais une blessure assumée. Leur duo est devenu un réflexe culturel. On disait Burton, on pensait Depp. Alors pourquoi maintenant, Tim Burton laisse-t-il entendre que quelque chose s'est déplacé entre eux? Le contexte compte. Depuis quelques mois, une série documentaire sur Burton remet en circulation des images, des récits, des témoins. Et parmi eux, Johnny Depp lui-même, qui aurait longuement parlé de leur amitié et de leur décennie de collaboration au cours d'entretiens réalisés en France sur 2 jours, pendant plusieurs heures. Burton, 67 ans, se retrouve ainsi regardé, raconté, commenté. Dans ce genre de moment, l'époque vous force à répondre. Pas forcément aux rumeurs ni au bruit médiatique, mais à l'histoire officielle qu'on est en train d'écrire à votre place. Tim Burton n'est pas un homme de grandes déclarations. Il a même confié, à propos d'un récent retour créatif, que certains projets lui avaient donné l'impression d'un camp de santé créatif. Cette formule, presque drôle, dit beaucoup. Chez lui, la création est physiologique. Quand l'air devient irrespirable, il se retire. Et parfois, la relation la plus forte n'échoue pas dans le fracas. Elle s'use dans une différence de rythme, de monde, de nécessité. Distance inattendue. Le mot est presque trop doux. Il suggère pourtant une vraie question intime. Qu'arrive-t-il à une alliance artistique quand le temps change les hommes différemment? Quand l'un reconstruit sa vie dans la discrétion et que l'autre devient malgré lui un symbole, un débat, une tempête. Et si Tim Burton parlait aujourd'hui, ce ne serait pas pour accuser. Ce serait pour remettre une nuance au centre, celle d'une amitié qui a compté, mais qui n'obéit plus aux mêmes lois. Alors, que s'est-il réellement passé entre eux, loin des affiches et des tapis rouges? À quel moment la complicité est-elle devenue un espace vide? Et surtout, pourquoi Tim Burton choisit-il maintenant de le laisser entendre? À la fin des années 80, Johnny Depp n'est pas encore Johnny Depp au sens mythologique du terme. Il est surtout ce visage que l'on reconnaît trop vite. Un jeune homme classé, rangé, empaqueté par la télévision. Un heartthrob, disent les magazines, un rôle qui colle à la peau et qui étouffe. Lui le vit comme une gêne permanente, presque une panique intime. Être regardé, être réduit, être confondu avec une image. Dans un documentaire récent consacré à Tim Burton, il raconte d'ailleurs à quel point cette célébrité précoce l'avait complètement freaked out, au point de se sentir comme un air à vif. Et Tim Burton, à ce moment-là, est déjà identifié, pas encore canonisé, mais repérable. Il a imposé une sensibilité, une tendresse pour les êtres décalés, une empathie instinctive pour ceux qui ne savent pas se comporter comme il faut. Il prépare alors Edward Scissorhands, un projet fragile, étrange, qui repose sur un pari, croire qu'un personnage muet, maladroit, presque irréel, peut émouvoir le grand public. C'est là que tout commence. Le récit le plus souvent rapporté revient à une rencontre simple, presque banale, un café, à Los Angeles. Un de ces endroits où l'on se retrouve pour voir. Le Los Angeles Times évoque leur premier face-à-face dans un coffee shop à la fin des années 80, quand Burton cherchait son Edward et que Depp voulait désespérément rompre avec l'étiquette de jeune idole de série. Mais justement, la banalité est trompeuse. Parce que, dans ce café, les deux hommes arrivent avec la même fatigue, même si elle n'a pas la même source. Depp arrive avec une inquiétude, celle d'être mal choisi, ou pire, d'être choisi pour de mauvaises raisons. Dans la docu-série présentée à Tribeca en 2024, il explique qu'il se sentait petit face aux noms qui circulaient et qu'il a failli annuler ce rendez-vous, persuadé qu'il n'avait aucune chance. Il raconte aussi que des acteurs immenses étaient envisagés pour le rôle. Burton, lui, arrive avec une intuition, pas un calcul, une sensation. Au Festival de Cannes,
Un texte consacré à leur duo résume ce moment par une phrase qui sonne comme une décision intérieure. Burton dit avoir su, dès qu'il l'a vu, que Depp était parfait. Un feeling immédiat, presque physique. Ce qui se joue, ce n'est pas un casting classique. C'est une reconnaissance. Burton ne cherche pas seulement un acteur capable de tenir un rôle, il cherche quelqu'un qui comprendrait, de l'intérieur, la solitude d'Edward. Et Depp, précisément parce qu'il est déjà prisonnier d'une image publique, sait ce que c'est que d'être observé sans être vu. Dans ce premier échange, il y a aussi une complicité étrange, des références pop, l'amour des vieux films, une culture un peu bricolée, des goûts qui ne se justifient pas. Le Los Angeles Times raconte qu'ils se connectent sur des détails, des obsessions, des bêtises aussi, ce langage d'atelier qui fait tomber la posture. Mais alors, ce qui frappe avec le recul, c'est le contraste entre la légèreté de la rencontre et la gravité de ce qu'elle déclenche. Parce qu'après ce café, rien n'est acquis. Depp expliquera plus tard qu'il a douté sur le tournage. Burton ne répétait pas avec lui comme avec les autres, et il a cru, un instant, être en train de rater. Puis il a compris. Cette distance-là était une méthode, presque une mise en condition, pour l'amener à ressentir l'isolement du personnage. Voilà le paradoxe fondateur de leur relation. Burton crée de la proximité en organisant de la distance. Il obtient de l'émotion en refusant l'effet. Il protège le mystère en ne l'expliquant pas. Et Depp, lui, s'abandonne à cette règle du jeu, parce qu'elle le libère. Pour la première fois, on ne lui demande pas d'être séduisant, ni cool, ni vendable. On lui demande d'être vulnérable, maladroit, presque transparent. Ce jour-là, dans un café de Los Angeles, il ne signe pas seulement un film. Il signe une manière de travailler ensemble, une confiance faite de non-dits, d'intuition, d'un respect silencieux. Et c'est précisément pour cela que, des décennies plus tard, l'idée d'une distance inattendue résonne autant. Parce qu'elle ne ressemble pas à une querelle, elle ressemble à un langage commun qui, un jour, cesse d'être évident. Quand Edward Scissorhands sort en 1990, ce n'est pas seulement un succès de cinéma, c'est une naissance publique, une preuve presque insolente que l'étrangeté peut devenir populaire sans se trahir. Et au milieu de ce conte moderne, il y a ce visage, Johnny Depp, silencieux, fragile, coupant et doux à la fois. Le film grave une équation dans l'imaginaire collectif. Burton plus Depp égale un romantisme sombre, une mélancolie qui sait sourire. À partir de là, leur collaboration devient une trajectoire, une succession de rendez-vous qui dessinent une époque et surtout une méthode. Tim Burton ne filme pas Johnny Depp comme un acteur star. Il le filme comme une matière émotionnelle. Il le déplace, il le décentre, il le transforme. Il lui donne des rôles où l'identité n'est jamais stable. Un garçon artificiel, un réalisateur obsessionnel, un enquêteur pris entre rationalité et superstition, un chocolatier énigmatique, un barbier hanté. À chaque fois, Depp change de peau, et Burton semble lui dire « Je ne veux pas que tu ressembles à ce que les gens attendent. Je veux que tu deviennes autre. » En 1994, Ed Wood marque un tournant. On quitte la fable gothique pour entrer dans un hommage tendre, presque intime, à un perdant magnifique du cinéma américain. Depp y joue un cinéaste maladroit et passionné, une figure fragile qui n'abandonne jamais. Là, Burton et Depp affichent clairement leur goût commun, la dignité des marginaux, pas la marginalité cool, la vraie, celle qui fait mal, celle qui oblige à inventer son propre langage. Puis viennent des années où leur duo semble devenir une signature industrielle. Sleepy Hollow, 1999, installe une esthétique, brume, ironie, élégance macabre. Depp y est un homme nerveux, presque enfantin sous son sérieux, et Burton l'emploie comme un contraste vivant, l'humour dans la peur dans l'humour. Le public suit, les critiques suivent souvent aussi, et l'on commence à parler d'un couple artistique, ce mot un peu dangereux parce qu'il enferme. Il transforme une collaboration en destin. Mais à ce moment-là, eux ne donnent pas l'impression de jouer ce duo. Ils travaillent. Les années 2000 amplifient tout. Avec Charlie and the Chocolate Factory, 2005, Burton confie à Depp un personnage déjà mythique, déjà saturé d'images. Et Depp le recompose. Il le rend dérangeant, enfantin, presque inquiétant. Le film attire un public massif, et leur association bascule dans une autre dimension, celle des franchises, des budgets énormes, des attentes mondiales.
Le duo n'est plus seulement une curiosité d'auteur. Il devient une machine à imaginaire. La même période consolide aussi leur confort créatif. Burton sait que Depp accepte le risque, accepte l'inconfort, accepte le ridicule même, s'il est nécessaire. Depp, lui, sait que Burton le protège, qu'il peut aller loin sans être jugé. Cette confiance-là est précieuse dans un Hollywood qui souvent punit l'originalité. En 2007, Sweeney Todd est peut-être l'un des sommets symboliques. Un film noir, musical, sanglant, mais porté par une gravité retenue. Depp y est un homme brisé, et Burton, au lieu d'en faire un monstre, en fait un deuil ambulant. Là encore, leur alchimie repose sur quelque chose d'anti-spectaculaire. Le chagrin ne crie pas, il s'accumule. Et pourtant, c'est précisément dans ces années de gloire que s'installe, sans que personne ne le voie, une pression silencieuse. Celle de devoir continuer à être eux. Plus le duo marche, plus il devient une attente. Le public demande le prochain Burton Depp, comme on réclame un goût familier. Les médias comparent, classent, évaluent. Chaque nouveau film est lu à travers les précédents. Et une relation artistique, même la plus sincère, peut finir par se sentir piégée par sa propre légende. Ce succès, au fond, crée une étrange contrainte. La fidélité devient un rôle à tenir. Et c'est là qu'on doit écouter ce que dit le mot « distance ». Parce que si l'on comprend leur âge d'or, on comprend aussi ce que la gloire fabrique parfois, un amour du travail et une fatigue d'être un symbole. Ils n'ont jamais été le genre de duo qui s'affiche comme un couple. Pas de déclaration tonitruante, pas de fraternité mise en scène pour les caméras. Justement, chez Burton et Depp, tout se jouait ailleurs, dans la confiance tacite, dans le travail, dans l'évidence d'un langage commun. Et c'est pour cela que les fissures, au début, ne se voient pas. Elles ne font pas de bruit, elles ne se revendiquent pas, elles s'installent. Mais alors, qu'est-ce qui peut fragiliser une alliance qui, pendant 20 ans, semblait presque naturelle? D'abord, il y a le poids de la répétition, même quand on ne répète pas les mêmes personnages. Quand un duo devient une formule, il devient aussi une attente externe. Chaque film est perçu comme un nouveau chapitre d'une histoire qui n'appartient plus seulement aux deux hommes. Les journalistes posent la même question. Pourquoi lui? Pourquoi encore lui? Et derrière cette curiosité, il y a un soupçon, celui d'un confort, d'un automatisme. Or, Burton, depuis toujours, fuit l'idée d'être enfermé. Dans son cinéma, les personnages se battent contre les étiquettes. Dans sa vie créative, il fait pareil. Pourtant, l'époque change. Hollywood change. Les rythmes s'accélèrent. Les studios deviennent plus prudents, les projets plus normés. Et la place du bizarre, du fragile, du marginal, cette place que Burton avait conquise, doit sans cesse se renégocier. Là où, autrefois, l'étrangeté pouvait être un pari artistique, elle devient un argument marketing. Ce glissement, pour un réalisateur comme Burton, est dangereux. Il peut donner l'impression que l'univers qu'il a construit lui échappe. Et puis il y a les trajectoires personnelles. Elles ne sont jamais synchrones. Au début des années 2010, on voit déjà un décalage de cycle. Burton travaille, mais cherche aussi à se réinventer, à déplacer son centre de gravité. Depp, lui, reste pris dans une industrie qui le consomme comme une icône. Il est partout, et cette omniprésence peut devenir une fatigue. Pas une fatigue physique seulement, une fatigue symbolique. Être constamment interprété, commenté, assigné. Ce soir-là, car il y a toujours un ce soir-là, même s'il n'a pas de date officielle, la fissure ressemble moins à une dispute qu'à une différence de tempo. L'un a besoin de respirer, de se taire, de choisir. L'autre est aspiré par un tourbillon où chaque geste devient une affaire publique. Et là, quelque chose se produit. La distance n'est plus un choix esthétique. Elle devient une conséquence. On pourrait croire que les fissures naissent d'un désaccord artistique. C'est parfois vrai, mais rarement visible. Le plus souvent, elles naissent d'une question plus simple et plus cruelle. Sommes-nous encore au même endroit? Parce que ce qui faisait leur force, la même sensibilité pour les êtres abîmés, le même humour triste, la même tendresse pour le grotesque, peut aussi, avec le temps, se manifester différemment. Burton peut vouloir s'éloigner de ce que le public attend de lui. Burton plus Depp, comme un label. Depp, lui, peut avoir besoin, à l'inverse, de retrouver des espaces de loyauté, des repères stables, au moment où sa vie personnelle devient plus exposée, plus fragile, plus scrutée. Ce ne sont pas des contradictions morales, ce sont des réflexes humains. Pourtant, à l'extérieur, les gens adorent les récits simples.
On veut une cause unique, une phrase qui explique tout. Alors on cherche une brouille, une lassitude, un conflit. Sauf que, dans la plupart des relations longues, la vérité est plus froide. La distance n'est pas un événement, c'est une somme. Une somme de films qui ne se font pas. Une somme d'appels qu'on remet à plus tard. Une somme de moments où l'on pense à l'autre, sans l'inviter dans le projet. Mais alors, pourquoi parler de distance inattendue? Parce que justement, elle contredit la légende. On croyait leur lien indestructible, parce qu'il avait survécu à tout, aux modes, aux critiques, aux attentes, aux pressions. Et voilà qu'il se transforme sans annonce, sans rupture officielle, sans scène finale. Et c'est souvent ce genre de fissure qui fait le plus mal. Celle qu'on ne peut pas raconter en une phrase, parce qu'elle n'a pas été provoquée par un scandale, mais par le temps. La question désormais est plus inquiétante encore. Quand une relation se refroidit sans exploser, comment revient-on? Est-ce qu'on revient seulement? Ou est-ce qu'on accepte que certaines alliances, même magnifiques, appartiennent à une époque précise? La crise chez eux n'a pas la forme d'un au revoir prononcé face caméra. Elle ressemble plutôt à un vide qui se creuse au pire moment. Parce qu'au moment où l'un aurait eu besoin d'un refuge, l'autre, lui, se met à se protéger en se retirant. Mais alors, de quelle crise parle-t-on? Il y a d'abord la crise de l'époque, celle qui transforme une carrière en procès permanent. À partir du milieu des années 2010, Johnny Depp ne porte plus seulement des personnages, il porte une tempête médiatique. Des titres, des débats, des accusations, des procédures judiciaires, une vie privée disséquée au jour le jour. Qu'on le défende, qu'on le condamne, qu'on se taise, peu importe, le résultat est le même. Tout devient polarisé, tout devient explosif. Et, dans un climat pareil, l'amitié n'est plus un espace intime, elle devient, elle aussi, un symbole. Pour un cinéaste comme Tim Burton, dont la force a toujours été de construire des mondes à l'écart du réel immédiat, cette exposition brutale a un prix. Pas un prix moral, ce serait trop simple, mais un prix de respiration. Burton n'a jamais aimé le bruit. Il n'a jamais aimé la guerre des camps. Son cinéma est émotionnel, pas militant. Il est de l'ordre du conte, pas du tribunal. Pourtant, quand l'environnement devient tribunal, tout le monde finit par être sommé de prendre position, même par son silence. Et c'est là que la fracture peut se produire sans être dite. Car dans ce type de crise, on ne perd pas seulement des contrats ou des projets. On perd la possibilité de se parler tranquillement. On perd la légèreté. On perd le droit de faire comme avant. Ce soir-là, encore une fois, il n'a pas besoin d'une date, la relation change de nature. L'un devient à risque, l'autre devient celui dont on attend une réaction. Ce mécanisme est cruel parce qu'il ne juge pas les personnes, il juge l'image publique qui leur colle dessus. Or, Burton, justement, a passé sa vie à filmer des êtres écrasés par une image. Il sait ce que ça fait. Il en a fait une esthétique. Mais dans la vraie vie, quand la machine médiatique s'emballe, l'esthétique ne protège plus. Et puis, il y a une deuxième crise, plus silencieuse, celle de la création elle-même. Quand un duo a vécu un âge d'or, il y a un danger, croire que la magie est automatique. Mais la magie, au cinéma, se paye. Elle se paye en énergie, en confiance, en disponibilité émotionnelle. Et quand l'un traverse une période où chaque geste est surveillé, où chaque parole peut être utilisée contre lui, où la fatigue s'installe, comment rester disponible artistiquement? Comment se livrer à un personnage quand on doit d'abord survivre au réel? De l'extérieur, on observe alors un signe très simple, presque bête. Les films se font sans l'autre. Pas d'annonce de rupture, pas de communiqué, juste l'absence. Mais alors, est-ce une rupture ou une mise à distance temporaire? Ce qui rend la situation plus douloureuse, c'est la manière dont Burton a toujours travaillé avec Depp, dans la confiance, dans le non-dit, dans une forme d'accord tacite. Or, une crise publique réclame l'inverse. Elle réclame des déclarations, des positions, des lignes, des phrases définitives. Et Burton, lui, n'a jamais été un homme de phrases définitives. Alors il se tait, il avance, il tourne, il protège son îlot. Et Depp, de son côté, traverse une période où l'on ne lui demande plus d'être un acteur, mais un dossier, un cas, un sujet. Là encore, ce n'est pas un jugement, c'est un constat sur la violence du regard contemporain. Pourtant, c'est précisément dans cette phase que l'amitié aurait pu se réaffirmer. Mais si la relation s'est construite sur la discrétion, comment résiste-t-elle quand tout exige du spectacle? La crise, au fond, n'est pas Burton contre Depp, ce serait trop simple. La crise, c'est le monde qui s'invite dans leur lien. Et quand le monde s'invite, il force chacun à choisir un mécanisme de survie.
Certains se battent, d'autres se retirent. La question devient alors presque intime. Quand la tempête s'abat, est-ce qu'on se rapproche ou est-ce qu'on s'éloigne pour ne pas être emporté? Après une crise, il y a toujours ce moment étrange où l'on s'aperçoit que le monde a continué sans demander la permission. Pour Johnny Depp, l'après n'a pas été un retour triomphal immédiat, ni une disparition totale. C'est plutôt une reconstruction fragmentée, faite de déplacements, de choix plus discrets et d'un besoin visible de reprendre la main sur son propre récit. Quand un homme a été transformé en symbole public, il finit par vouloir redevenir une personne. Pas pour convaincre, pour respirer. Tim Burton, lui, traverse une autre forme d'après, plus silencieuse, plus intérieure. Ce n'est pas seulement un réalisateur qui enchaîne des films, c'est un artiste qui, après avoir longtemps été associé à une formule, cherche à se rebrancher sur quelque chose de plus intime, de moins attendu. Dans ses prises de parole récentes, on le sent moins préoccupé par la performance que par la sensation de retour au vivant créatif, comme s'il avait fallu guérir une fatigue, retrouver un désir. Il évoque même cette idée d'un projet vécu comme un camp de santé créatif, une manière de dire « j'avais besoin de me remettre d'aplomb, mentalement, artistiquement ». Cette phrase est révélatrice. Elle ne parle pas d'industrie, elle parle de corps, elle parle d'usure, elle parle de survie. Mais alors, que devient un lien quand chacun survit de son côté? On ne voit pas de scène de réconciliation, pas de photos volées, pas de déclaration commune. On voit plutôt des trajectoires parallèles. Et c'est là qu'une distance devient réellement palpable, quand l'absence cesse d'être une parenthèse et devient un paysage. Pour Burton, l'après se lit dans ses choix de casting, dans son retour à certains univers, dans sa manière d'éviter le commentaire direct. Parce que commenter, dans ce genre de situation, c'est entrer dans le bruit. Et le bruit, Burton l'a toujours fui. Il ne se défend pas en parlant plus fort, il se défend en faisant autre chose. Depp, lui, dans l'après, n'a plus le luxe de la simple discrétion. Son silence n'est pas perçu comme de la pudeur, il est perçu comme une stratégie, une confession, une culpabilité ou une provocation, selon le camp d'où l'on regarde. C'est l'une des violences les plus profondes de la célébrité contemporaine. Même votre mutisme devient un message. Pourtant, c'est précisément dans cet après que l'on mesure ce qu'ils ont été l'un pour l'autre. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'une collaboration professionnelle. Burton offrait à Depp un espace où l'image publique n'avait pas de pouvoir. Un atelier, au sens presque artisanal du terme. Et Depp offrait à Burton une figure capable de porter ses mélancolies sans les rendre lourdes, ses étrangetés sans les rendre ridicules. Quand ce type de tandem s'éloigne, il ne laisse pas un simple manque. Il laisse un vide de méthode. Comment faire maintenant, sans ce miroir-là? Mais alors, pourquoi ne se retrouve-t-il pas? Pourquoi n'y a-t-il pas un jour un film qui relance tout? Parce que la tempête laisse des traces invisibles. La prudence, la peur d'être instrumentalisé, la fatigue de devoir expliquer une relation qui, avant, n'avait pas besoin d'être expliquée. Refaire un film ensemble, ce ne serait pas seulement un geste artistique, ce serait un acte public, interprété, commenté, exploité. Et on imagine très bien Burton se demander « Est-ce que je veux que ce geste soit absorbé par le bruit plutôt que vu pour ce qu'il est ?» Depp, lui, peut se demander l'inverse. Est-ce qu'il existe encore des lieux où l'on m'accueille pour ce que je peux jouer et non pour ce que je représente? C'est ça l'après. Une série de questions qu'on ne pose pas forcément à voix haute, mais qui gouvernent les choix. Et puis il y a une autre dimension, plus intime encore, le temps. Dans l'industrie du cinéma, on parle toujours de projet. Mais dans une relation humaine, on parle d'années. Les années changent les besoins, elles modifient l'énergie, elles transforment ce qu'on attend d'un ami, d'un partenaire, d'un complice. Après la tempête, il ne reste pas seulement des débris, il reste une vérité simple. On n'est plus tout à fait les mêmes. Et c'est peut-être là que se prépare la partie la plus troublante de cette histoire. Quand Tim Burton, aujourd'hui, laisse entendre que cette distance existe, ce n'est pas pour la dramatiser, c'est pour l'assumer, pour la nommer, comme on nomme une cicatrice, sans haine, mais sans mensonge. Il y a des silences qui protègent, et puis il y a des silences qui finissent par dire la vérité malgré eux. Pendant longtemps, Tim Burton a laissé le duo Burton-Depp vivre sa propre vie dans l'imaginaire collectif. Il n'a pas nourri la légende, il ne l'a pas combattue non plus. Il l'a laissé flotter, comme un souvenir trop connu pour qu'on ait besoin de le raconter. Mais aujourd'hui, à 67 ans, il se retrouve dans une situation particulière.
On lui demande non plus ce qu'il a créé, mais ce qu'il ressent. On lui demande d'expliquer une absence. Et c'est là que la révélation se glisse. Pas comme une confession spectaculaire, plutôt comme une mise au point presque involontaire, arrachée par la répétition des questions. Lors d'un entretien accordé à la presse américaine fin 2024, Burton est interrogé frontalement sur l'idée d'un retour avec Johnny Depp, eux qui n'ont plus fait de film ensemble depuis 2012. Il ne répond pas par une promesse, il ne répond pas par un refus, il répond par cette logique très bartonienne, l'intuition ou rien. Pas de réunion pour faire plaisir, pas de nostalgie utilisée comme carburant. Il explique, en substance, qu'il ne peut pas forcer une collaboration. Il faut que le projet existe, que l'envie soit réelle, que ce soit le bon moment. Autrement dit, si distance il y a, elle n'est pas une punition. C'est une conséquence de sa manière de fonctionner. Mais alors, pourquoi cette réponse prend-elle aujourd'hui un goût particulier? Parce que, dans le même temps, le récit public est en train de se réécrire ailleurs, notamment dans une docu-série consacrée à Burton, où Johnny Depp parle longuement de lui, avec une chaleur presque désarmante. La réalisatrice Tara Wood raconte avoir passé environ 4 heures sur 2 jours à l'interviewer en France. Et Depp y décrit leur lien comme quelque chose de profond, de durable, allant jusqu'à évoquer l'idée que Burton a été là pour lui dans des moments très difficiles. Et c'est précisément là que la distance devient inattendue. Parce que d'un côté, Depp semble parler comme on parle d'un membre de la famille, avec gratitude, avec mémoire, avec émotion. De l'autre, Burton répond comme un homme qui refuse de transformer une relation en slogan. Il ne dément pas l'attachement, il refuse simplement de le convertir en programme. Il y a un instant, dans ce contraste, où l'on comprend ce que Burton dit vraiment, même quand il parle peu. La relation a compté, mais elle ne lui appartient plus totalement. Elle est devenue un objet extérieur. Et il n'a jamais aimé les objets extérieurs. Alors il brise le silence à sa manière, en réintroduisant la nuance. Pas de phrase tranchante, pas de drame, mais une idée nette. On ne se retrouve pas par devoir, et cela dans un monde qui exige des gestes symboliques, ressemble presque à une révélation. D'autant que dans la docu-série, Depp raconte aussi ce qui, à ses yeux, a toujours été la force de Burton. Une loyauté discrète, une forme de protection. Il se souvient notamment du tournage de Sweeney Todd 2007, lorsque la santé de sa fille Lily Rose s'est gravement dégradée. Burton, dit-il, aurait arrêté la production et l'aurait soutenue sans hésiter. Ce n'est pas une anecdote glamour, c'est un fait de lien, un fait de confiance. Mais alors, si cette confiance a existé, pourquoi la distance aujourd'hui? C'est ici que la révélation prend sa forme la plus humaine. Une relation peut être vraie et pourtant s'éloigner. On peut aimer quelqu'un et ne plus savoir comment travailler avec lui dans le présent. On peut respecter un passé commun et ne pas réussir à lui inventer une suite sans trahir ce qui l'a rendu précieux. Burton, en parlant du bon projet, parle aussi du bon espace. Un espace où leur lien ne serait pas récupéré, instrumentalisé, réduit à un commentaire sur la tempête médiatique. Il dit, entre les lignes, « Je veux retrouver l'atelier, pas la polémique ». Et c'est là, au fond, que se trouve la vraie révélation. La distance n'est pas forcément une fracture affective, c'est parfois une frontière posée pour protéger ce qui reste d'intime. Un dernier détail renforce cette impression. La docu-série elle-même met en scène leur première rencontre, comme un mythe reconstitué, un rendez-vous dans un coffee shop, l'instant où tout a commencé. On retourne au point de départ, comme si l'époque cherchait une boucle narrative parfaite. Or Burton, lui, résiste aux boucles parfaites. Il préfère les fins ouvertes, les sentiments qu'on ne conclut pas. Et sur cette distance, il ne donne pas une explication, il donne une attitude. Pas de promesse, pas de rupture, mais un constat calme. Le calme d'un homme qui accepte que certaines alliances, même magnifiques, ne se poursuivent pas par défaut. Au fond, ce qui trouble le plus dans cette histoire, ce n'est pas la distance elle-même, c'est sa simplicité. Parce qu'on voudrait y voir une intrigue, une blessure, une faute. On voudrait une scène finale avec une phrase décisive. Mais certaines relations ne se terminent pas. Elles se déplacent, elles changent de forme. Et c'est exactement ce que Tim Burton, à 67 ans, semble accepter sans drame, sans justification, presque avec une fatigue lucide. Dans le cinéma, on adore les retrouvailles. Elles rassurent, elles donnent une morale au récit, un sentiment de continuité. Ils ont surmonté,
Ils se sont retrouvés. C'est propre, c'est net, c'est vendable. Mais la vie, elle, ne fonctionne pas toujours comme un scénario. Et Tim Burton n'a jamais été un homme de conclusion parfaite. Ce qu'on appelle aujourd'hui la distance inattendue entre lui et Johnny Depp ressemble moins à une rupture qu'à une vérité d'âge adulte. Une collaboration peut être immense, fondatrice, presque fusionnelle, sans être éternelle. Le public confond souvent l'intensité d'un moment avec une promesse d'infini. Eux, peut-être, n'ont jamais fait cette confusion. Il faut se souvenir de ce qu'ils ont construit. Pas seulement des films, un imaginaire partagé, une façon de rendre les marginaux aimables sans les rendre décoratifs, une manière de filmer la fragilité masculine sans la ridiculiser, une tendresse pour les êtres maladroits, ceux qui ne savent pas faire société. Burton a offert à Depp des personnages qui n'existaient nulle part ailleurs, et Depp a offert à Burton un corps, une voix, une présence capable de porter ce mélange rare, l'étrange et le sensible. Mais le temps change des artistes. Et surtout, ils changent leurs besoins. On peut imaginer, sans romancer, sans inventer, qu'il y a chez Burton un refus instinctif de la nostalgie comme moteur. La nostalgie peut être un piège. Elle vous oblige à refaire ce que vous avez déjà réussi, au lieu d'inventer ce que vous n'avez pas encore compris. À mesure que les années passent, Burton semble chercher autre chose qu'une répétition glorieuse, comme s'il voulait retrouver la petite étincelle initiale, celle du premier rendez-vous, quand personne n'attendait rien, quand il n'y avait pas de label Burton Depp à honorer. Johnny Depp, de son côté, paraît porter un rapport différent à cette histoire. Dans la docu-série consacrée à Burton, il parle longuement et avec chaleur. Il rappelle l'amitié, il évoque la loyauté, il raconte la protection dans les moments difficiles. Ce ton-là n'est pas celui d'un homme rancunier, c'est celui d'un homme qui sait qu'il a été compris, au moins une fois, dans un monde qui comprend rarement. Mais alors, que fait-on d'une affection qui existe encore, si le présent ne lui trouve plus d'espace? C'est peut-être ici que l'histoire devient universelle, parce qu'elle ne parle plus de cinéma, ni même de célébrité. Elle parle de ces liens où l'on ne s'est jamais fâché, mais où l'on ne se retrouve plus. Ces liens qui restent vrais, mais qui ne se pratiquent plus. Une amitié peut survivre au scandale, au temps, à la fatigue, et pourtant s'éteindre dans les détails, les agendas, les mondes qui divergent, les mots qu'on ne sait plus placer. Dans ce récit, personne ne gagne, personne ne perd, et c'est ce qui le rend si réaliste. Tim Burton, en refusant de promettre un retour, ne ferme pas une porte de manière violente. Il refuse simplement de jouer un rôle dans un récit qui ne lui appartient plus totalement. Et Johnny Depp, en parlant avec émotion de leur passé commun, ne réclame pas une suite, il rappelle une vérité. Une période où il était possible de travailler sans être jugé, de créer sans être réduit. Peut-être que la distance inattendue, finalement, n'est pas un échec. C'est une forme de respect. Respect du passé, justement, pour ne pas l'abîmer par une suite forcée. Respect de l'art, pour ne pas le transformer en réparation publique. Respect de l'autre, aussi, parce qu'on sait que revenir pour faire plaisir serait une trahison de ce qui les a unis. Et à la fin, il ne reste pas de scandale. Il reste une sensation. Celle d'un duo qui a marqué une génération et qui aujourd'hui, discrètement, accepte de ne pas se laisser enfermer dans sa propre légende. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.